Bâtir un festival, l'envers du décor, c'est ça, hein, c'est ça, ça c'est l'intitulé de la table ronde. Je crois que ça va l'Arséner dans pas longtemps, là par contre. Euh, alors, autour de la table, hein, qui n'est pas vraiment ronde, il y a plusieurs tables rondes d'une certaine manière. Alors, autour de la table, nous avons Patrick, qui est le président, directeur, Disons les deux. les présidents directeurs général de De la structure, oui. de la structure qui s'appelle Turbulence, qui est une SKIC qui organise, tu nous repréciseras peut-être ce que c'est tout à l'heure, qui organise le festival le Jardin du Michel, qui depuis 2 ans se déroule à Toul, après 12 éditions à Buligny, c'est ça. Et l'année dernière, il y a eu, enfin cette année, en 2018, il y a eu 18 000 spectateurs. 17 400 payants, donc plus de 19 000. Voilà, 19 000, ce qui est pas mal pour l'année 2018, 18 000 peut-être. Enfin, voilà. Donc ça fonctionne. Et puis, que dire d'autre? On y reviendra ensuite, c'était pour la petite présentation. Guillaume, de l'association Cultura Vibes, c'est ça, qui a organisé en 2018 un festival qui s'appelle Hip Hop Connexion. Vas-y, tu peux. Bonsoir à toutes et à tous. Il y a du monde, ça fait plaisir. Donc on est une petite association, oui, effectivement, et on fait des rendez-vous réguliers sur Metz, et on a organisé un petit festival cet été à l'Aérogare. Et puis on fait aussi de la production musicale. Bon, j'en parlerai Oui, peut-être il y a un aussi peu de plus l'accompagnement, etc. C'est ça, Mais là, dans le on cas de essaie festival, c'est Hip Hop Connexion qui avait Voilà, lieu ça cet c'est le été. rendez-vous régulier. Et puis on a plusieurs rendez-vous un peu vraiment plus sur le hip-hop. C'est vrai que c'est ce qui marche bien dans notre association. Et on est par contre une petite association. Ouais, qui existe depuis combien de temps? Là, on va arriver à 3 ans. Donc voilà, donc elle est toute assez fraîche. Et puis du coup, j'en parlerai peut-être un peu plus C'est après. un peu la plus jeune association autour de C'est la ça, table. oui, a priori, carrément. hein. Je suis là. Alors je je suis dis un peu, association, mais ce n'est pas une association D'accord. à gauche, Ok. en tout cas la plus jeune structure. Je reviens à Patrick qui est à côté en dernier, puisque je commencerai par toi pour la prise de parole. Mais à côté de moi, j'ai Hugues, plus connu sous le nom de Midge, ici, donc, qui est le président de Zikamin depuis 15 ans, puisque depuis les débuts depuis de 2004, l'association ouais. et depuis les débuts du festival, puisque c'est l'association Zikamin qui organise le festival qui s'appelle Zikames, et nous en sommes à la 15e édition. Voilà, c'est ça. Et merci à tous d'être présents. Voilà, et je reviens à toi juste après. Mais on va commencer par Patrick Rollin. Patrick, qui est le président de l'association Musique Volante, qui également organise le festival du même nom, donc Musique Volante, qui en est cette année à la 23e édition et qui sera la dernière édition. C'est bien ça. Auparavant, ça s'appelait d'ailleurs Étonnante Musique. Tu es président depuis quand de Musique Volante? Oh, tu me poses des questions difficiles au niveau du temps. Ça fait une quinzaine d'années, on va dire. C'est comme ça. Maintenant, spectateur de la première édition, vice-président à partir de la 3-4e. Et président. Et puis, depuis, je suis monté en grade au fur et à mesure des années. Et alors, c'est un peu, je vais pas demander comment est-ce qu'on arrête un festival, mais ça, on y viendra peut-être après. Mais comment est-ce qu'on commence un festival? Puisque l'intitulé de la table ronde, c'est comment est-ce qu'on bâtit un festival. Comment est-ce qu'on bâtit un festival? Et comment est-ce qu'on bâtit un festival qui dure 20 ans? Ah, c'est vachement facile. Hein. Ah, c'est facile. Bon, et bonjour hein, quand même, parce que vous êtes sympa d'être venu. C'est très facile quand on est passionné de bâtir un festival. C'est-à-dire que quand on a des envies et qu'on ne reste pas seul à nouer ces envies avec les désirs des autres et que tout ça, ça converge vers le fait de bâtir, de construire, c'est facile. Alors c'est facile sur cette étape-là. Après, évidemment, l'édition Disparition qui n'aura pas le nom de 23e est malgré tout la 23e, donc ça fait des années que ça carbure. Et tu as posé la question de l'envers du décor. Si je commençais à parler de l'envers du décor, j'aurais sans doute aussi beaucoup de choses à dire qui sont peut-être pas forcément inintéressantes. Mais je crois que ce qu'il faut retenir, que c'est la convergence dans le milieu associatif de cette relation aux autres et au désir qui peut être partagé. Hein. C'est en fait une histoire d'amour. Ça, c'est la manière la plus simple de répondre. Après, bâtir un festival, les musiques volantes ont réussi à bâtir le festival. Historiquement, ça nous entraînerait loin. Nico, je ne veux pas vous saouler non plus. Mais c'est vrai qu'il existait à Metz, pour ceux qui s'en souviennent, il n'y en a peut-être pas beaucoup dans cette salle, un festival qui s'appelait Séquence Rock, etc. Un type qui s'appelle Roland Jagère, qui est aujourd'hui le directeur de Notice France. Et puis ensuite, voilà, une équipe qui est sortie de cette histoire-là, qui était doué comme ça en son, qui avait surtout des convergences, je dirais, techniques, artistiques, etc. Et il y a aussi les institutions, hein, parce qu'une association, ça vit parce que ça a un peu d'argent. Et c'est vrai que les musiques volantes ont eu cette chance de pouvoir exister grâce à des contribuables. Eh ben oui, grâce à un public, certes, mais grâce à des contribuables qui viennent donner leur argent, comme ça, un pactole commun qui s'appelle ensuite les institutions,
Donc nous, on a eu la chance d'avoir cette bienveillance. Ça n'a pas toujours été facile. Ça se fait pas en une fois. Hein. Il faut du temps pour avoir la bienveillance et la confiance des institutions. Mais si vous ne nous connaissez pas, on fabrique, c'est pas un très joli mot, mais on a véritablement envie de faire des découvertes de talents émergents. Donc on n'a pas forcément non plus la capacité à faire venir un public monstrueux en nombre, etc. Mais ça ne nous gêne pas parce que ce qui nous intéresse, nous, c'est de vous rendre curieux. Et si on a pu faire ça pendant 23 éditions, c'est encore le cas cette année, c'est parce qu'on est soutenu par votre argent. Je parle en termes d'argent, mais ceci en voulant dire qu'après, il y a des représentants d'institutions, la ville de Metz, le conseil régional, le conseil départemental. Et ça aide. Ça aide, mais je ne voudrais pas non plus emboliser la parole parce que mes copains, collègues, etc., qui sont ici ont certainement des choses très communes à dire. Ça se fait pas comme ça. Mais ce qui compte, c'est qu'au bout de quelques années, vous ayez cette possibilité, grâce à ce moyen de permettre l'émergence de son nouveau, ça a été notre cas. Vous l'avez parce que vous solidifiez des relations d'amitié, parce que vous commencez au bout d'un certain nombre d'années à ressembler à ce qui est une famille. Et dans cette famille-là, vous ouvrez les portes à toutes les possibilités. Hein. Alors évidemment, toutes les possibilités, je ne suis pas en train de vous parler d'héroïne ou de drogue, etc., ou d'un monde où on aurait tout ce qu'on veut, mais vous pouvez continuer à avoir l'esprit de laisser la créativité se développer à partir de celui qui veut la faire exister. Et ça, c'est quelque chose qui nous a soudés pendant toute cette histoire. C'est une façon de répondre, je ne vais pas emboliser la parole, il y aurait énormément de choses à dire, mais ça, je crois que c'est important. C'est cette question de pouvoir encore, grâce à des institutions, mais je dirais plus au-delà des institutions, vous qui acceptez qu'une partie de cet argent... je fais toujours un peu le malin quand je dis que l'impôt, Jacques Lacan, ça fait un peu péteux de dire ça, mais je m'en fous, je le dis quand même. Il disait que l'impôt, c'était la soustraction qu'on mettait à la jouissance. Vous voyez, c'est un peu comme la Sécu, comme ça. Hein. Je paye la Sécu et je ne suis pas forcément malade. Hein. Et dans la question de l'association, il y a ça. Il y a de l'argent de notre collectif qui vient à servir des fonctions de créativité, des zones de liberté et de libération. Et voilà pourquoi on a réussi à vivre pendant 23 ans. Alors, la bonne nouvelle, c'est que je crois qu'on a le temps, en fait, parce que, comme précisait le président de l'association qui nous accueille ce soir, Hugues me disait qu'on avait largement le temps pour cette table ronde, donc n'hésitons pas à faire des interventions longues, parce que je pense qu'a priori, c'est intéressant. Enfin, en tout cas, ça le semble, donc je pense qu'on peut y aller. Je passe d'un Patrick à un autre Patrick, qui n'était pas prêt. C'est bon. Je pense qu'il y a des points communs et des différences. Points communs peut-être différences en termes de taille de festival. Et ça, c'est peut-être une question par rapport notamment au financement. Je pense qu'on y reviendra d'ailleurs plus tard dans cette table ronde. Mais peut-être qu'il y a des points communs quand même dans l'envie de créer ce type de zone de liberté, de laisser la créativité s'exprimer. En tout cas, est-ce que c'est de là aussi que vient un festival comme le JDM, ou est-ce que finalement les considérations en sont assez éloignées ? Je ne peux pas vraiment répondre puisque je n'étais pas, moi, à l'origine de la création du festival. J'étais déjà festivalier, bénévole, au conseil d'administration et maintenant président. L'origine du festival, c'est vraiment une fête de village de la MJC qui, parce que ça marche très bien, un jour invite les vents passent et de 300 spectateurs qui étaient l'ensemble du village, ils sont passés à 3000 d'une année à l'autre. Parce que ce type d'artiste fait venir des gens à 20-30 km, ce qui n'était pas le cas sur la fête de la MJC de Buligny. Donc, et de là, un engouement, je pense, dans le village et dans les communes environnantes, donc c'est en pleine campagne au sud de Toul, fait que après le festival qui s'appelait Festival à 100 balles devient le Jardin du Michel. Donc effectivement, on passe d'une journée ou de 2 soirées à 3 jours ou 4 jours, puisqu'il y a eu les 2 premières années, il y avait carrément une journée gratuite, puisque c'était au moment de la Pentecôte, donc il y avait le jeudi ou l'Ascension, je ne suis pas un spécialiste, mais voilà, il y avait le jeudi. Et oui, ça commence comme ça commence par des gens qui aiment bien la musique, qui se connaissent parce qu'ils participent aux animations du village, et voilà, c'est un projet de copains qui grossit, qui intéresse les villageois, quand le festival s'est créé, moi, les premières années où j'y ai participé, il y avait 350 bénévoles, c'était les 300 habitants du village. Plus voilà. Et ça grossit, et ça devient ensuite un projet de territoire.
D'où la création de la coopérative, parce que quand l'association se casse la figure, et le projet, qu'est-ce qu'on en fait, comment les Comcom, les municipalités continuent à soutenir le projet. L'idée, c'est de créer une société coopérative d'intérêt collectif, donc c'était quelque chose de tout à fait nouveau, dont la particularité... alors c'est en train de se développer dans la culture. Je crois que c'était la première SCIC culturelle. C'était la deuxième en Lorraine et la première SCIC culturelle dans le domaine de la culture en France à l'époque, 2008. Et la particularité, c'est que les gens achètent une part sociale. Il n'y a pas de redistribution de bénéfices quand il y a des bénéfices. Pas de distribution de dividendes. Et surtout, il y a donc des bénévoles, des entreprises, des associations et des collectivités qui sont au cœur de la coopérative. Donc on travaille vraiment sur un projet qui n'est pas juste le festival, qui est aussi comment on agglomère autour de cette manifestation une fois par an tout un tas de petits projets qui viennent soutenir, et comment les gens participent. Et malgré le déplacement à Toul depuis 2017, je pense que ça continue. On a toujours la même base de 100 bénévoles de Buligny et des environs qui sont toujours présents depuis 18 ans. C'est ce que j'allais te demander en fait. Est-ce que ça peut être un déchirement finalement quand tu as les 300 habitants du village, les 300 bénévoles qui sont sur un territoire comme ça, et tu parlais même de projet de territoire. Est-ce que c'est pas un déchirement de se déplacer d'un territoire à l'autre? Ça l'a été pour beaucoup, parce on avait vraiment des bénévoles de 16 ans, parce qu'en dessous, on peut pas, mais jusqu'à 80 ans, des gens qui venaient préparer le festival 3 semaines avant sur le site, parce qu'on était locataire d'un terrain, et donc il y avait des gens du village qui venaient tous les jours préparer le festival, des retraités, des jeunes, des moins jeunes. On avait tout au début, même encore jusqu'à très récemment, ce qu'on appelait les mamies du village qui faisaient à manger pour les artistes, les tartes, les repas pour les bénévoles pendant la préparation. Donc c'était vraiment un projet qui intéressait tout le monde. Le fait de partir à Toul, oui, en 2017, on a bien vu qu'il y avait quelques bénévoles qui existaient, puis qui sont revenus en 2018. Donc, alors, pour les habitants, oui, pour les bénévoles, oui. Pour les institutions, les collectivités du territoire, non, parce qu'on restait très ancré sur le territoire. Alors c'est sûr qu'on n'est plus sur tel Comcom, on change de Comcom, les relations changent un petit peu, mais on est toujours très très lié. Moi j'y tiens beaucoup au territoire où on était installé et au Comcom. Donc c'est par rapport à des festivals qui se passent en ville, l'histoire n'est pas la même. Je pense que quand on parle de zones et de territoires pour un festival, alors il peut y avoir des territoires urbains, mais nous c'était vraiment un territoire à la campagne. Donc c'était. Alors, Jardin de Michel est certainement un des plus gros festivals de musique actuelle en Lorraine, ou un des 3-4e dans le Grand Est. Mais donc, faut bien imaginer, pour un petit territoire et pour une commune de 300 habitants, c'est l'événement de l'année. En fait, quand je t'ai posé la question juste avant, puisque on s'est aperçu juste avant le début de la table ronde. Je t'ai dit comment bâtir un festival, tu m'as dit il fallait le faire il y a longtemps en fait. C'était la première réponse. Alors, j'ai pas participé. Enfin, il valait mieux le faire il y a longtemps. Ouais, j'ai pas participé à la création, mais moi, quand je vois aujourd'hui le travail que ça représente d'être le président, le directeur d'un festival comme ça, et quelle que soit sa taille, j'ai l'impression, quand on voit aujourd'hui toutes les contraintes qu'on a, que ce soit des contraintes économiques, de sécurité, d'organisation, de législation, droit du travail et toutes ces choses-là. Par exemple, nous, on est une coopérative, donc pour les impôts, c'est une entreprise. On a assujetti la TVA, si on faisait des bénéfices, on paierait un impôt sur les bénéfices. Mais on a le droit d'avoir des bénévoles, ce qui n'est pas le cas d'une entreprise classique. Donc voilà, il y a tout ça aussi à gérer à un moment donné. On s'est posé la question, et puis la CAF et l'URSSAF nous ont dit oui, enfin plutôt l'URSSAF nous a dit oui, vous pouvez avoir des bénévoles, c'est dans le statut des SCIC. Donc voilà. Donc c'est... Il y a, je pense, aujourd'hui beaucoup plus de contraintes. Quand on a créé le festival et même la SCIC, franchement, la gestion des bénévoles, c'est pas une question qu'on s'est posée. Ouais. On se l'est posée au bout de 2 ou 3 ans. Ah mince, est-ce qu'on avait le droit de Est-ce qu'on avait le droit d'avoir des bénévoles? Est-ce que le fait de leur donner à manger n'est pas un avantage en nature? Oui. Voilà, toutes ces choses-là. Ouais. Et donc aujourd'hui, je pense que beaucoup de gens qui créent des festivals sont confrontés à ça, et ça peut freiner assez facilement.
Et en fait, je voulais passer du coup la parole à ton voisin qui essaye de créer, en tout cas des actions, une association, un festival en 2018, en 2017, enfin en tout cas récemment. Nous, on n'est pas sur les mêmes dimensions, forcément. On est une jeune association et puis on est plus sur la régularité, c'est-à-dire au moins avoir une fois par mois un événement. Bon, ça va se faire principalement dans les bars locaux ou dans les endroits locaux, d'avoir des petits concerts qui vont regrouper entre trois, enfin des petits événements qui vont regrouper entre 3-4 artistes, formations musicales différentes. Donc le but de l'association, c'est ça. De notre association, ce qu'on s'est fixé, c'est d'aider un peu les artistes locaux. Donc effectivement, nous on n'est pas du tout sur la même échelle, mais on essaye petit à petit de faire des événements avec un peu plus d'ampleur. Donc on a fait le premier festival, et puis c'est marrant ce que vous dites, ce que tu dis, parce que du coup effectivement à partir du moment où on commence à faire justement des festivals avec un peu plus d'ampleur, on commence à se poser ce genre de questions et on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de barrières alors des barrières mentales, parce qu'il suffit après d'étudier le truc et après on sait à peu près comment ça se passe, mais pour l'instant on essaie de faire des événements qui s'autosuffisent, financièrement, on n'essaie pas d'engranger beaucoup d'argent parce qu'on n'a pas aussi beaucoup de frais, c'est-à-dire que c'est beaucoup de bénévoles, même les artistes qui viennent bénévolement pour un peu soutenir aussi notre association. Donc on est tout au début de ce truc-là. Et effectivement, donc je ne sais plus exactement ce que tu me disais au début, excuse-moi, je suis parti dans mes idées. Non, je me demandais du coup, en fait la question que j'avais derrière d'une certaine manière, c'est pourquoi est-ce qu'on se lance en 2016, 2017, 2018, alors que ça semble peut-être, j'en sais rien, plus difficile qu'il y a 15 ans, 23 ans. Je pense que c'est comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est juste parce qu'on aime ce qu'on fait et qu'on a envie on aime les artistes avec qui font partie de notre collectif, parce que nous aussi on fait de la production musicale aussi à côté. Donc on a vraiment ces deux arcs de travail. Donc les événements, les petits événements, et la production musicale où on invite des artistes, on leur produit leur musique, c'était pour diffuser un peu. Et en fait ça vient de là, les mecs on les aime, on aime la culture, on aime la ville, enfin les gens qui habitent ici. Et puis on a envie aussi humblement, en tout cas, modestement, on essaye de pousser les gens à s'intéresser plus aux artistes locaux avant même de regarder forcément ailleurs. Bien sûr, on peut aimer des artistes nationaux, etc. Mais il y a tellement de choses qui se font ici, il y a tellement d'artistes dont la plupart se disent au bout d'un moment, je vais partir à Paris, je vais aller machin, truc, etc. Bon, après, il y en a qui sont amateurs et qui restent dans des situations comme ça, ça leur va super bien. Mais ces gens-là aussi, on les kiffe, voilà, tout simplement. Donc on essaye un peu de les mettre en avant et avoir un soutien un peu régulier. Je sais pas, des artistes qui veulent se lancer, on leur offre une petite expérience scénique. Et voilà, ça vient juste de là en fait. Et forcément, quand on fait des petits événements et que ça se passe bien et qu'on voit qu'il y a une super ambiance, on a envie de faire ça à plus grande échelle et accueillir plus de monde, avoir un truc un peu plus carré, léché, etc., avec plus d'animation, plus d'intervenants, etc. Donc c'est pour ça qu'on a voulu essayer de faire un truc avec un peu plus d'ampleur. Et c'est pour ça qu'on essaye peut-être dans le futur, on ne sait pas encore, on n'a pas fixé de date ou quoi que ce soit, mais on aimerait effectivement avoir des rendez-vous un peu plus grands régulièrement, mais on fera toujours en fonction des possibilités aussi et des financements qui peuvent nous être alloués. Pour l'instant, on n'a pas de subventions ou ces choses-là, on ne les a pas forcément recherchées aussi. On a voulu établir notre association petit à petit. Et après, on verra ce que l'avenir nous réserve. Mais l'élément de base, voilà, c'est ça, c'est vouloir faire quelque chose pour réunir des gens et pour faire la fête et qu'ils découvrent, qu'ils soient curieux. Et voilà. Mais en fait, il y a presque un côté aussi de projet de territoire, finalement, dans le fait de vouloir défendre des artistes locaux. Tu as dit plusieurs fois défendre des artistes locaux dans la ville, parce qu'on aime les gens dans la ville, etc. Alors, il y a quand même ce côté-là qu'on retrouve. Ça vient aussi parce que nous-mêmes, on fait de la musique. Alors, on essaie justement de pas trop se mettre en avant avec l'association. Donc, on travaille vraiment pour les autres avant tout, etc. Nous, on fait de la musique à côté, donc on se développe aussi à côté avec d'autres structures, notamment Boom Shaka, qui nous avait accueillis nous-mêmes en tant qu'artistes, mais pas l'association. Donc nous, on essaie de pas mélanger les deux. Enfin, on ne mélange pas les deux d'ailleurs. Mais ce que je veux dire, c'est que on connaît les difficultés. Et puis même moi-même, j'ai commencé, ou d'autres membres de l'association, à être un peu manager de groupe. C'est-à-dire qu'on s'est rapproché de groupes locaux. C'est comme ça que moi-même, par exemple, j'ai commencé. J'ai commencé à être manager de groupe avant même de moi vraiment développer mes projets artistiques. Et je voyais les difficultés qu'ils rencontraient pour trouver des scènes, pour avoir les éléments de communication, pour avoir le relais nécessaire. Donc en fait, l'association est née de ça. À la base, c'était vraiment de se dire, on va essayer de faire un truc qui va centraliser un peu tous les outils pour pouvoir aider un peu les artistes locaux. L'événementiel en fait forcément partie parce que c'est de l'expérience scénique et puis c'est également aussi, on est visible quand on fait ça, etc., etc.
Donc voilà, voilà l'idée. Pareil, j'ai encore perdu, excusez-moi, j'ai un peu du mal à Tout va bien, regrouper ça va. les... C'est clair. Mais voilà, ouais. Voilà l'idée. On va passer à Mitch. Alors, déjà, ça va? Oui, bah, moi franchement bien. 15e édition, là il y a du monde. Vous êtes tous là en train d'enrichir un débat fort intéressant. Donc, Mais tu vas continuer à l'enrichir. D'ailleurs. Cette dimension d'artistes locaux, en fait, elle était très présente tout au long finalement des 15 ans de Zikamas. Là, j'ai pas trop regardé. J'ai vu un luxembourgeois. Je sais pas. Il y a Grand Blanc, bien sûr, qui sont quasiment des locaux encore. Mais en tout cas, ça a toujours été un fil rouge chez Zikamas. non, c'est vrai, même si effectivement sur cette édition, c'est peut-être un petit peu moins marquant, mais effectivement, Grand Blanc, Cardos, vainqueur du Best Booster en Grand Est, Rivage pour le Luxembourg, Grand Blanc là-dessus, et puis Kikessa qui est au final pas trop loin, et Baguette Crew pour l'after. Sans compter les membres de l'équipe qui sont sur les affiches. C'est sans compter tout le concept visuel qui qui est En très tout cas, méta. cette défense des artistes locaux, ça a toujours été quand même effectivement quelque chose de fort. Parce que c'est la base en fait du projet Zikamine et en fait du festival Zikames quoi. L'histoire de Zikamine elle est simple et puis elle est bidon quoi et non mais c'est vrai, je veux dire, on est juste on est avec un groupe de potes, on fait de la zik, il y a donc un mec qui s'appelle Julien qui a besoin d'avoir une asso pour pouvoir tout simplement s'exprimer et faire des concerts. On est en 2004. À ce moment-là, en fait, ce qui est important aussi à prendre en compte, c'est que le contexte, mais ça en particulier, a énormément évolué depuis. Il y avait aucun lieu pour pouvoir s'exprimer, pour faire un moindre petit concert. Donc voilà, d'où on crée cet asso pour pouvoir louer la chapelle, qui s'appelait la Salox à l'époque, pour 30 €. C'était ça, en fait, vraiment le délire. Et donc, du coup, on s'est dit, putain, pour 30 balles, on le fait sur 2 jours, on va faire venir nos potes. Et c'est comme ça qu'est venu le premier festival Zikames 1. Et après, c'est comme ça qu'on l'a justement bâti, justement pour donner la place à des artistes locaux pour qu'ils puissent s'exprimer, faire partager leur passion et leur musique. Et voilà en fait l'histoire. Après, le truc, c'est qu'on s'est pris vite au jeu. Les éditions ont continué et ça a grimpé. Par contre, le côté artiste local est resté toujours quelque chose d'important pour nous. On a mis en place les tremplins dès la 2e édition. D'ailleurs, cette année, c'est la première année où on n'a pas fait vraiment de tremplin vraiment local. On a mis en place justement de l'accompagnement d'artistes où on a aidé tout un tas de groupes. Un des premiers artistes d'ailleurs qu'on avait accompagné, on bossait encore ensemble dessus, c'était justement Grand Blanc là-dedans. Et Grand Blanc aussi, pour la petite histoire, juste dans les histoires de tremplin, leur premier concert de leur vie, c'était le tremplin Zikames quoi. Donc tout ce côté-là de mettre en avant des artistes locaux, on l'a toujours eu, même si on a évolué et qu'on a commencé à avoir des têtes d'affiche qui se mêlaient au milieu de cette programmation. On a vraiment insisté pour toujours avoir ce mélange et une place forte pour les locaux. Alors je reviens à Patrick, je reviendrai à toi, Mitch, après. Mais oui, quand même. On a dit que c'était la dernière édition de Musique Volante. Alors à l'inverse, du coup, on a dit comment est-ce qu'on bâtit un festival, pourquoi est-ce qu'on bâtit un festival, mais pourquoi est-ce qu'on l'arrête? C'est pas une question piège. Non, évidemment qu'elle est pas piège. Merci pour le son. C'est sans doute une question bien compliquée parce que c'est pas facile de disparaître. La chance qu'on a, c'est que je réponds pas encore à la question. La chance qu'on a, c'est que notre disparition, elle est en train de devenir vraiment une espèce de conjoncture très intéressante où on voit tous les copains qui viennent et qui vont potentialiser, si le mot n'est pas trop rude, vont potentialiser leurs envies pour faire vraiment, je crois, une édition encore plus jolie que les précédentes. Alors comment on en vient à disparaître? Parce que c'est dur, c'est dur. Alors je dis pas ça parce que j'ai envie de pleurer ou que vous faire pleurer, mais parce que bâtir un festival, ou en tout cas construire un festival, être dans une association, ça veut dire aussi tous les ans être pétri par les incertitudes.
Alors, bon, les incertitudes, c'est bien parce que, comme tu le disais tout à l'heure, ça provoque l'idée de trouver des solutions. Mais tous les ans, quand vous bâtissez, quand vous partez sur des rêves qui sont des rêves pas forcément très jolis, je sais qu'à Musique Volante, par exemple, il y avait un rêve, c'était de pouvoir pérenniser un emploi, de pouvoir offrir voilà, cette possibilité à quelqu'un qu'on appelle chez nous le coordinateur ou la coordinatrice, de pouvoir vivre une vie à peu près saine, équilibrée, etc., de pouvoir travailler sur l'affaire, et que tout d'un coup on se retrouve réduit d'année après année. On a un salarié, on a eu 2 à un moment donné, on en a 2 en ce moment, mais en ce moment c'est des salariés qui sont découpés un peu comme dans les grandes compagnies du business, c'est-à-dire on les prend quand on en a besoin et on les prend plus quand on a terminé l'affaire, vous voyez. Donc ça change déjà un peu une donne par rapport à la question de l'engagement, hein, d'avoir cette restriction et de devoir affronter ce choc avec le réel, parce que je pense que c'est de ça qu'il s'agit. J'avais entendu juste sur ces emplois que c'était une forme, l'intermittence c'était une forme d'avenir du travail, en tout cas l'intermittence du spectacle était une sorte de préfiguration de l'avenir du travail, ce qui n'est pas souhaitable. Mais je ne sais pas si c'est souhaitable, mais vous avez bien compris que le monde était en train de se transformer et ces effets-là viennent effectivement sans doute concourir à l'idée de cette disparition. Donc ça, c'est un des premiers effets. Alors, il ne faut pas se mentir non plus. Je veux dire, dans un festival, on est une équipe, à un moment donné, il y en a certains qui ont des conjonctions familiales parce que l'équipe était jeune. Hein. Bon, moi, je ne suis pas vraiment jeune. Mais voilà, il y a aussi, à un moment donné, il peut y avoir de l'essoufflement. Mais qu'est-ce que c'est difficile. Alors moi, j'ai beaucoup mis l'accent sur la subvention, hein, parce que quand on fait ce qu'on fait, c'est-à-dire que peut-être... ce que Musique Volante a... J'ai pas répondu totalement à ta première question, c'était qu'est-ce qui fait qu'on a envie de bâtir un festival, je l'ai dit, mais c'est aussi parce que quand vous êtes une association plutôt, c'est quand vous avez un point fort qui fait que tout le monde peut se réunir autour de ce point fort. Hein. Le point fort des Musiques Volantes, c'était un truc qui nous tient au corps et aux tripes, c'était de favoriser l'émergence de groupes et de travailler sur une construction qui est une construction libre, indépendante, ok ? Et j'insiste sur ces mots-là parce qu'ils ont leur importance. C'est-à-dire que Musique Volante, c'est aussi l'affaire d'une dizaine de copains programmateurs qui ont la possibilité, Musique Volante leur offre, enfin, c'est pas qu'on leur offre la possibilité, mais c'est-à-dire qu'ils sont venus à Musique Volante parce que là, ils ont la possibilité de mettre dans la nacelle de Musique Volante ce qu'ils ont envie de mettre, ok ? Ils sont pas là en train de tourner leur salle parce qu'il y en a du confort moderne, il y en a du point éphémère, il y en a, etc. Hein, je passe les détails, mais ça, je crois que c'est véritablement ce qui fait qu'on a réussi à subsister. Je n'ai pas répondu à la disparition, hein, mais c'est de pouvoir offrir ce véritable espace de liberté. Et quand vous voyez que les emplois, bon, ça devient difficile, quand vous voyez que les subventions, elles régressent, mais vraiment, en tout cas en ce qui nous concerne, elles ont pris un bon coup, je ne veux pas trop parler de ça, mais ça use un petit peu le moral. Hein. C'est-à-dire qu'on a encore pas mal, on a beaucoup d'amis, notamment à la ville de Metz et à la Cité musicale, Nico. Hein. C'est-à-dire que si on va vous faire très longtemps, hein. Si on va faire un beau festival cette année, c'est aussi grâce à la Cité musicale, et je le dis sans arrière-pensée, hein, véritablement, parce qu'ils vont prendre une partie de notre baisse de subventions en charge, et heureusement qu'ils sont là. Mais je veux dire que ça contribue aussi à un moment donné à venir émoustiller cette envie, parce qu'il y a de la réduction devant nous, parce qu'il y a des forces concrètes qui viennent à sans doute toucher un petit peu notre solidité. Hein, c'est ma manière de répondre, peut-être certainement encore d'autres choses à dire, mais voilà. Puis à un moment donné, écoutez, devant toutes ces formes-là, notre association s'est dit, tiens, et si on disparaissait, parce que disparaître, c'est laisser la place aussi. Hein, en tout cas, nous, on a, je crois, pas honte de ce qu'on a fait si longtemps. Voilà quelques-unes des raisons. Alors je me retourne vers... J'enchaîne toujours les Patrick, en fait. Je me retourne vers Patrick parce que, du coup, je me demande si... Là, on parle d'espace de liberté, mais tu l'as dit, financé par les contribuables, par les collectivités. Et en fait, on est dans un modèle économique qui est relativement différent pour ce qui est du Jardin du Michel, puisqu'il est... Enfin, je ne connais pas le montant des subventions, ou je ne sais pas quelle proportion elle représente dans le festival, mais je pense que la billetterie et le bar représentent la majeure partie, finalement, du financement du festival. 76% cette année. Voilà, c'est ça, donc 76%. Mais j'ai l'impression qu'on est un peu entre deux contraintes, c'est-à-dire que peut-être qu'on manque d'un espace de liberté parce qu'il est financé par des collectivités qui réduisent des subventions, et là peut-être qu'on manque aussi d'un espace de liberté parce que finalement on se dit qu'on va faire tel ou tel artiste parce qu'il va ramener beaucoup de monde. Est-ce que c'est une réalité
Ou est-ce que vous vous dites, chaque année, la programmation, allons-y, on fait ce qu'on veut, je caricature. Hein, Alors, on ne fait pas ce qu'on veut parce que déjà, tout le monde ne tourne, tous les artistes ne tournent pas. Donc, des fois, on a envie d'avoir des artistes qui ne tournent pas. Donc, c'est déjà une des premières contraintes quand on fait une programmation. Voilà. L'autre contrainte qu'on a, alors c'est sûr qu'on a atteint, nous, une taille qui est critique. Elle est tellement critique que, bon, j'en ai pas parlé, mais on est passé, moi, quand je suis devenu président il y a 2 ans, par un redressement judiciaire. Donc on est aujourd'hui à rembourser sur 10 ans une masse énorme de dettes qu'on a auprès de fournisseurs. Et moi, mon engagement, c'est que le festival tienne pour rembourser ces dettes. Alors, moi, je suis président du festival et directeur pour que les gens s'amusent, fassent la fête, découvrent des artistes, découvrent des choses qu'ils ne voient pas ailleurs, qu'ils ne voient pas à la télévision, mais avec des contraintes budgétaires qui ne sont pas négligeables, qui fait que sur les 2 dernières années, on a dû faire des choix ou artistiques ou de collaboration ou qu'on n'a pas reproduit des années précédentes avec des petites structures parce qu'il fallait vraiment qu'on réussisse. Et à côté de ça, cette année, on prend quand même sur nos bénéfices de quoi offrir un spectacle musical à des enfants, 600 enfants des écoles du territoire. C'est aussi une façon de dire, ça a marché, on a des difficultés parce qu'on a toujours une très grosse somme à rembourser, mais on fait quand même cet effort-là parce qu'on veut remercier les communes qui nous soutiennent, les Comcom, tous les gens qui nous soutiennent. Mais c'est vrai que on se pose la question, justement parce qu'on est en train de remonter un petit peu la pente, de se dire, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on réduise un petit peu la voilure pour prendre moins de risques. Plus on monte haut, quand on se casse la figure, c'est très très compliqué, c'est très dur. Donc on a compris ce que c'était. Moi, je veux vraiment plus qu'on recommence ça. Et donc, que ce soit en termes de programmation notamment, parce que oui, est-ce qu'il faut qu'on continue à travailler avec des gros producteurs, des gros tourneurs, avec des artistes qu'on va payer très cher, et puis qu'on n'est pas sûr d'apprécier et qu'on n'est pas sûr aussi de faire plaisir à notre public, parce qu'on a quand même, au bout de 14e édition, un public qui est attaché à ce qu'on représente. Même si ça a un petit peu évolué, il y a quand même un public qui vient. On sait qu'on a encore des gens qui viennent parce que c'est le Jardin du Michel, même si ça a changé de lieu et pas uniquement pour la programmation. Donc c'est la programmation, enfin je suis en train de me demander si c'est pas un petit peu accessoire. Et moi je pense que pour beaucoup de festivals qui vont devoir continuer, c'est l'accueil, c'est l'ambiance qu'on peut créer, peut-être plus que la programmation. Parce que la programmation, j'ai l'impression que ça va devenir très très dur. Et je dis ça, moi en plus je m'en occupe pas et la musique m'intéresse pas au-delà du fait que ça puisse réunir des gens. Mais sur cet aspect-là, c'est effectivement, quel artiste on choisit pour faire un festival, c'est certainement pas à chaque fois pour faire plaisir au public. Il faut aller au-delà de ça. Ouais. C'est mon sentiment. Ouais. Je vais sauter un tour de parole, je reviens à toi après Guillaume, mais Hugues, en fait, est-ce que, j'imagine que non, mais au moment où tu as monté Zikames, du coup Zikamine avec des amis, la responsabilité d'employeur, etc., c'était quelque chose qui t'apparaissait, j'imagine, assez lointaine par rapport au début du festival. Enfin, je dirais que toi, Patrick, ou d'ailleurs Patrick, vous l'avez récupéré alors que c'était déjà un petit peu le cas, ou en tout cas c'était déjà enclenché d'une certaine manière à Musique Volante. Non, pardon. Ouais, vas-y, excuse-moi. Non. J'ai peur Non, vas-y. Non, mais au bout de 10 ans d'exercice, ou 8 ans, on a décidé de passer à l'action salariale. Hein. Il y avait les Lorraine Emploi, il y a eu les contrats d'accompagnement à l'emploi, etc. On a eu 7 ou 8 ou 9, je ne sais pas exactement, gens que nous avons embauchés année après année. Mais bon, c'est vrai que ça fait peur, ça aussi. Je veux dire, une association, moi, j'ose même pas penser à son niveau, quoi. Mais voilà. Je ne sais pas si je réponds. Non, mais si. C'est En fait, c'était un peu ça. C'était dans cette responsabilité, en l'occurrence bénévole de président. C'est quand même une charge relativement lourde et du coup des responsabilités conscientes que tu n'as pas forcément en disant oui, d'accord, je vais faire président de Zikamine ou de Musique Volante en l'occurrence. Non, c'est sûr. C'est sûr que forcément ce contexte d'employeur, surtout dans le monde bénévole,
c'est des choses qui sont pas forcément visibles tout de suite, et puis tout ce qui se cache entre guillemets derrière aussi, il y a un envers du décor, et pas forcément très simple, et il y a différents domaines, différents axes qui sont assez compliqués par rapport à l'emploi, parce qu'on ne l'a pas évoqué, mais je pense que ça peut être aussi une autre question. C'est quelle est la place justement des emplois et des bénévoles dans le fait de bâtir des festivals. Mais sur Zécamine, on a pris le choix très rapidement de mettre en place l'emploi, c'est-à-dire qu'on l'a mis en place en 2007 pour une asso qui était créée en 2004. Donc très tôt, on s'est lancé dedans. Mais voilà, très jeune, aucune expérience là-dedans. Pour vous donner l'exemple, ça va peut-être faire rire et tout, quoi. Mais pour faire la première fiche de paye, on ne savait pas comment faire. On a appelé 4 organismes différents qui nous ont donné un montant du SMIC qui était différent. Et franchement, à la fin de la journée, on était là, on n'avait strictement rien avancé. On essayait de faire les choses correctement, et c'était très, très, très compliqué. Donc après, justement, on a essayé de voir aussi un peu comment faisaient les autres à côté. On a eu la chance, nous, quand on a commencé, il y avait justement Géraldine qui était chez vous, et donc la même chose, ça permet de prendre l'expérience et de savoir quelles sont les bonnes méthodes et autres. Mais après, donc, sur la notion d'employeur, c'est quand même quelque chose qui est pas simple, parce que les salariés... ils sont dans on n'est pas dans une structure comme une entreprise ou une grosse entreprise avec forcément les mêmes moyens et tout. On va avoir, forcément, on va s'écarter de plein de choses, même au niveau du droit du travail, ce genre de choses, où c'est quand même très dur de tout respecter parfaitement à la règle et tout, que l'autorité hiérarchique au-dessus des salariés, ça reste des bénévoles. Et que c'est pas simple d'être bénévole employeur, voilà. Et puis les autres bénévoles, au niveau du conseil d'administration, qui se retrouvent tout fraîchement à rentrer dans un conseil d'administration, se retrouvent aussi avec cette responsabilité-là, qui parfois les dépasse. Donc c'est pas simple, on n'est pas forcément toujours aidé, je parle juste sur l'organisation. Et puis après, il y a le dernier volet qui est lourd de conséquences, c'est le volet financier. Et je veux dire, on a eu différents emplois aidés avec différents types d'aides. Aujourd'hui, là, les emplois aidés sont quasiment morts, ou en tout cas, en termes d'aide, ils sont quand même très, très, très minimes. Et puis, même chose, les emplois aidés, c'est des emplois ultra précaires. On est sur des emplois aidés qui sont aidés maximum à 20 heures. Je veux dire, et il faut qu'on se le dise, la plupart des salariés qui ont bossé dans Zécamine et qui étaient salariés à 20 heures, on leur dit oui, on leur dit, Pôle emploi nous dit, oui, ok, ils sont peut-être qu'à 20 heures, ils peuvent bosser à côté, trouver un autre taf, mais c'est rare. La plupart, ils sont certes payés qu'à 20 heures, ils sont pas physiquement là que 20 heures, et ils n'ont pas forcément un autre job à côté pour, mais 700 balles par mois. Et ça, c'est ça la vraie vie aussi, l'envers du décor qui est derrière aussi beaucoup de festivals. Et là, je parle vraiment de petits emplois. Et pourtant, je pense que c'est important. Mais du coup, je te coupe un petit peu peut-être dans le commentaire. Non, pas prévu. Mais pour moi, en tout cas, l'emploi dans une association, en tout cas pour Zécamine, est nécessaire. On est sollicité en permanence par rapport, que ce soit des partenaires, des tourneurs et ce genre de choses, même avec... objectivement, on a une équipe de bénévoles qui vraiment bosse quotidiennement dessus, mais ça ne suffit pas. Donc on a besoin de la présence de l'emploi, mais un emploi, un SMIC, c'est 25 000 € par an. Un SMIC. Et donc à partir de là, et avec un seul salarié, je vous assure qu'on a pris pourtant tout un tas de super-héros. C'est toujours assez dur, quoi. Mais il y a vraiment toutes ces questions-là, en fait, effectivement, qu'on ne se pose pas au début. On se retrouve très rapidement à devoir se les poser. Et parfois, d'ailleurs, les réponses qu'on trouve, c'est peut-être pas forcément les meilleures, quoi, mais faut pas se mentir. Ces choses-là, c'est des choses où je pense aussi que peut-être dans le monde associatif, on n'est peut-être pas assez aidé. Il y a 2-3 organismes qui existent un petit peu pour orienter, donner 2-3 conseils, quoi, mais je sais pas, on pourra en reparler, mais mon ressenti est quand même qu'on est quand même souvent assez seul
par rapport à cette responsabilité. Alors, je t'avoue que tout ça est très improvisé, donc j'ai pas vraiment de déroulé, hein, donc tu peux y aller. Je crois que Patrick, tu voulais intervenir ou Guillaume. Parce que Guillaume, j'allais te demander justement, est-ce que c'est des choses dans lesquelles vous étiez déjà engagé, que vous aviez déjà en tête ou pas du tout? Alors, moi, justement, c'est ce que j'allais dire, c'est que en fait, je pense qu'à toutes les échelles, en fait, à partir du moment où on est responsable, même juridique, d'une association, moi je suis président d'une association, ça crée un stress en fait, parce qu'on a de l'argent, même si c'est à petite échelle ou quoi que ce soit. On a le public aussi qui vient voir quelque chose, des fois qui paye des entrées, donc voilà. Et effectivement, si on n'est pas des bénévoles ultra motivés, des fois il y a des grosses quantités de travail. Bon, pour l'instant nous ça va, on gère. Bon, on est une très petite équipe quand même, mais je veux dire, le fait d'avoir un salaire, effectivement, ça me motive beaucoup plus et ça amène aussi des compétences nouvelles. C'est-à-dire que quelqu'un qui s'y connaît très bien en administratif, etc., si on va lui dire tu me fais tous les contrats de tout ma truc bénévolement, etc., ça va être beaucoup plus compliqué. Donc effectivement, le stress et une petite pression, on le ressent et en fait, on l'a, et les gens qui participent aux événements ou qui sont extérieurs à l'association, toute échelle confondue, ne le comprennent pas des fois. Et effectivement, vu qu'on veut faire bien les choses, on a cette pression aussi là, on n'a pas envie de faire n'importe quoi. C'est notre argent personnel aussi qu'on va mettre dans l'association pour les cotisations, enfin des choses là. Donc des fois, on va utiliser notre argent personnel. Donc si on a une mauvaise gestion ou par exemple on a un événement qui nous fait prendre plus d'argent que ce qu'on a gagné, le reste de l'argent, ça va être nous-mêmes de devoir le sortir. Donc j'imagine pour les plus grosses structures, on a également des assurances bien sûr, mais il y a des choses, voilà. Mais en gros, voilà, je voulais juste compléter ça en disant que effectivement, donc il y a déjà du stress avant même en fait d'avoir un emploi en fait dans l'association. Mais aussi pour revenir à ce que tu dis, je pense que c'est essentiel. Pour une association en tout cas qui en vaut le coup. Je ne considère pas que nous, on essaie de faire des choses, je pense qu'on fait des choses bien, etc. Mais après, c'est l'avenir qui nous dira si on mérite de se développer. En tout cas, on verra. Mais ce que je veux dire, c'est que il faut, je pense, à partir d'un certain développement, des gens qui soient rémunérés, même à mi-temps, etc., pour totalement s'investir dedans et être serein. Alors, parce qu'il suffit qu'un bénévole soit super motivé pendant un moment et après il y a un déclic un jour en disant attends, j'ai plus de vie là et là je suis obligé de faire ce truc là. Bon, cette fin je fais pas, c'est toi qui le feras. Enfin voilà, donc c'est bête à dire, mais l'argent solidifie un peu le truc en plus de nos actions. Ça solidifie le partenariat avec des gens, quoi. Voilà, c'est concret. Je veux dire, on paye quelqu'un, voilà. Tu as ton salaire et donc tu fais les choses en truc. Après, c'est plus compliqué, ça devient du social, parce que c'est normal, on ne peut pas forcer les gens d'être 35 heures, enfin peut-être un peu moins, mais sur une association, de se déplacer avec moi, d'aller voir, d'y réfléchir le soir encore, de machin, de faire des trucs et tout. Donc c'est logique qu'au bout d'un moment, on ait besoin d'une petite aide. Alors, pas forcément financière. Financière, ça aide beaucoup, de créer un emploi, etc. Mais comme, je ne sais plus qui c'est qui l'a dit, je crois que c'est toi, mais un soutien. C'est-à-dire de savoir dans quelle direction on va, quelles sont les actions à faire pour être serein dans sa façon de travailler. C'est surtout ça aussi qui va manquer. C'est-à-dire que si on ne va pas chercher nous-mêmes des éléments, je parle pour les jeunes associations, et j'imagine aussi pour vous c'est pareil, si vous ne faites pas les démarches pour aller savoir comment ça se passe ça, aller voir les intervenants qu'il faut, etc., il n'y a pas grand monde qui vient nous voir. Et après, on peut se retrouver à faire des choses mal sans le savoir. Je touche du bois, je sais pas, il y en a, on n'en a pas fait pour l'instant, mais il y a ce manque, je pense, d'encadrement, même si c'est un peu strict comme terme, mais de soutien à l'encadrement, à dire non mais ça vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci, c'est bon, on fait ça. Donc moi-même j'ai été obligé d'aller voir telle structure, tel machin, me renseigner avec des gens qui sont dans des associations, les choses, lire des pavés de création d'associations, bon ça fait partie du taf aussi, mais il n'y a pas des interlocuteurs communs qui s'occupent de ça, parce que les informations il y a des gens qui connaissent tout ça et qui peuvent. Donc on est obligé de nous-mêmes de faire ces démarches-là. Et donc on y va un peu plus à tâtons des fois. Et c'est dommage parce que ça fait perdre un peu de la créativité, la spontanéité, l'aisance dans les projets qu'on veut faire, quoi. Donc voilà. Oui, donc moi je voulais aller au-delà. Une fois qu'on a un salarié, le risque aussi, moi c'est pas personne dans ce métier-là, on vit tout le temps son métier.
8 heures par jour quand on est salarié, mais je le dis parce que Lucie, qui est notre chargée de prod, qui est là, on vient d'évoquer ces jours-ci, c'est tout le temps. Le soir, on va voir un concert, c'est du boulot. On discute avec des gens qu'on rencontre de boulot tout le temps, et Lucie me dit même qu'elle reçoit des coups de téléphone le week-end d'artistes qui veulent passer au JDM, quoi. C'est pas possible en tant qu'employeur d'accepter ça. Oui, voilà, c'est bien d'être salarié dans le spectacle vivant, mais c'est aussi, on vit ça en permanence, ouais. Donc il faut aussi faire attention de pouvoir décrocher de temps en temps, parce que les contraintes dont tu parles en tant que bénévole, tu les as aussi quand on salarié, ça pèse aussi, ouais. Donc, il y a un côté de passion qui est mélangé au travail, qui devient quelque chose de complètement... Et quand c'est un travail, c'est un travail, donc tout ce qui est difficile, c'est peut-être encore exacerbé par le fait que c'est un travail et qu'il faut le réussir quoi qu'il arrive, parce que tu es salarié pour ça. Ouais. Je reviens à toi, Hugues, parce que là, on est vraiment dans l'envers du décor, finalement, mais c'est parce que cette notion de droit du salarié, c'est quelque chose qui t'est cher, même par ailleurs, je crois, et en fait, en l'occurrence, c'est quelque chose de difficile à concilier, en fait, entre le travail quotidien, la passion des employés, et en même temps, le cadrage que tu es en tant que président du conseil d'administration, etc., que tu dois imposer un peu à tes salariés aussi. Oui, non, c'est effectivement un petit peu très difficile. C'est presque contradictoire entre non, mais c'est une passion, mais en même temps, il faut que vous arrêtiez au bout de 8 heures. Je caricature, mais il y a non, mais c'est un grand écart qui est, en tout cas, pour ma part, où j'ai pas encore trouvé vraiment la solution, quoi. Mais c'est bon, par rapport à ce que Nicolas pointé par rapport aux droits des salariés et tout ça, en fait, mon activité, donc moi comme je suis bénévole, c'est que mon activité salariale, c'est que je suis agent DF détaché pour la CGT au niveau de l'énergie, donc voilà, je passe mes 8 heures entre guillemets de travail par jour justement sur les droits. Et à mon avis, c'est pas que 8 heures non plus, voilà. C'est pas le problème. Mais on se retrouve dans cette notion d'engagement et ces notions de limite. Et donc forcément, en fait, en plus, c'est un petit peu mon quotidien. Donc c'est des choses où j'ai toujours essayé de mettre une grande attention et de veiller beaucoup là-dessus. Si vraiment, déjà, on veut tout appliquer de A à Z, déjà, on ne peut rien faire. Qu'on se le dise et tout. Un planning qui doit être un planning, c'est 3 semaines avant. Tu peux faire dans l'absolu aucune modification. Tu as un partenaire qui te dit bon, on va te voir demain. Tu avais prévu que la personne, elle commence à 10h. Qu'est-ce que tu fais, quoi? Tu appelles le partenaire en lui disant non, on va attendre dans 3 semaines. Donc il y a toujours des petits choix, des exemples comme ça. Et puis après, l'exemple que tu évoquais de se dire qu'il n'y a pas de limite, c'est vrai. C'est déjà respect aux salariés qui arrivent à se dire j'embauche à telle heure et je finis à telle heure et puis après je coupe. Dans le monde que j'ai vu, j'en ai pas croisé. Parce qu'effectivement, il y a un tel engouement et telle chose qu'on a toujours envie de donner plus. On ne sait plus où sont les limites. Et justement, on a fait certains excès de zèle, nous, dernièrement. Mais je veux dire, c'est limite à ordonner vraiment aux salariés. Non, maintenant tu t'en vas, t'as fini, là, t'as fait trop d'heures, et ce genre de choses. Et voilà. Mais c'est très compliqué quand même, cet équilibre-là. Après... pour que ça marche, c'est vraiment aussi la bienveillance qu'il doit y avoir dans les deux parties et de comment on arrive à bien travailler ensemble, quoi. C'est ça pour moi, à mon avis, l'enjeu principal, quoi. Je sais pas trop comment enchaîner en fait, mais je voulais passer sur une question qui est peut-être un petit peu autre, qui est plus sur l'avenir des festivals. Alors là, il y en a un qui s'arrête, il y en a qui continuent, il y en a qui ne sont même pas encore complètement créé, mais qui est en vocation de l'être. J'ai l'impression que les derniers, sur le paysage un peu national, les derniers festivals qui sont créés ne sont que des très grosses machines en fait, que j'ai pas vu beaucoup de festivals indépendants, de la taille en tout cas de musique volante se créer ces dernières années. Peut-être que je n'ai pas bien regardé, peut-être qu'on va me démentir dans la salle, mais en tout cas, j'en ai pas vu des tonnes. Est-ce que c'est un peu, comme on l'a dit pour les banques, à un moment donné, l'espèce de too big to fail, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ils sont tellement gros que de toute façon, là, ils vont durer. Ce qui n'est pas le cas, puisqu'on a vu, il y a des difficultés, en l'occurrence pour le JDM, en tout cas, il y en a eu. Il y a des festivals aussi qui ont fait faillite ces derniers mois. Mais en tout cas, cette idée, cette croyance que on va faire quelque chose de très gros tout de suite pour que ça marche, en fait cette idée de fonctionner
fonctionnement de rentabilité et pas forcément l'idée d'espace de liberté ou d'envie, en fait. Je te laisse, parce que je vois que tu sembles... Forcément à ce que tu dis. Comment rebondir sur cette histoire-là? C'est vrai qu'aujourd'hui, moi j'ai un espèce de laïus que je sors comme ça, c'est qu'on est en train de changer de monde, j'espère que je ne suis pas le seul à m'en rendre compte. Enfin, en tout cas, j'espère que ce n'est pas que moi qui ai l'impression qu'on change de monde, qui change vraiment. Et effectivement, qu'il y a ces lois du chiffre, qu'il y a les lois, toutes ces contraintes. Enfin, c'est-à-dire que les attentions aujourd'hui sont portées sur un résultat. On vient d'entendre parler de constellation, mais si vous approchez de près de quelqu'un qui s'est occupé un peu de constellation, on a fait tant de milliers de personnes, etc. Je veux dire, c'est la première chose qui vient être située. Et effectivement, dans ce monde-là, tu as raison, Hugues. J'essaie de faire ce que je peux aussi. Quand tu dis que cette question de l'engagement, elle va forcément au-delà du chiffre, au-delà je dirais pas qu'elle va dans un monde sans limites, c'est faux. Des limites, heureusement qu'on en a tous. Mais effectivement, aujourd'hui, on a l'impression que la limite à atteindre, c'est la limite d'un pactole chiffré. Moi, ce que je vois aussi de plus en plus, là où je travaille, etc., c'est une réduction des libertés, d'une forme d'esclavage nouveau qui se met en place. Et dans le milieu associatif, il y a quelque chose qui respire. Néanmoins, je suis absolument touché par ce qu'il dit, et je pense que celui ou celle qui aurait à en parler, c'est celle qui est dans la posture de nos salariés, d'être notre salarié, tu vois, parce qu'on peut toujours parler de nos difficultés comme ça de président, etc., de mettre des limites de temps en temps, ou alors les limites sont mises elles-mêmes par le salarié, ce qui bâtit une forme d'autonomisation absolument incroyable. Tu m'as parlé de Géraldine tout à l'heure, elle a beaucoup appris quand elle était seule dans le bureau de musique volante, et ça, c'est incroyable. On peut aussi grandir dans le rien, quoi. Mais aujourd'hui, je dirais que cet espace, autant il est périlleux, parce que justement, on est parfois un peu affranchi de certaines limites qui deviennent trop robustes par ailleurs. Parce que les limites qui sont ailleurs, c'est si tu fais pas tant de chiffres à telle entrée, de toute manière, t'es pas vivable, quoi. Je crois qu'ils l'ont bien senti au Jardin du Michel, etc. Alors que je dirais que disparition il y a, mais si j'ai encore une parole à donner, c'est qu'il faut laisser ces espaces. Il faut laisser ces espaces libres d'œuvrer aussi en construisant d'autres façons de se tenir entre un salarié et un président, par exemple, parce que tu en parlais, parce que ça me touche beaucoup ce que tu dis, évidemment. Il faut encore ouvrir ces portes à ces situations paradoxales, ambiguës et tout le bazar, mais c'est ça l'association, c'est ça la vie. La vie, elle est pas comme ça un tableau chiffré, on va faire tant d'entrées, etc., etc. C'est pas ça la vie, Donc du coup, quand on est dans un festival, on a la chance de toucher aussi ça. On a aussi la chance, alors je ne sais pas ce qu'en pensent les copains ici, mais on a la chance d'être dans un univers qui développe des trucs assez incroyables. En termes de... je travaille dans une institution qui fait partie de la fonction publique hospitalière, où je suis... bref, non pas pour vous parler de moi, mais pour dire, je connais, moi, les hôpitaux, les machins, comment ça fonctionne aujourd'hui. Je sais aussi de quoi je parle, et je vois comment ça se passe partout. Dans toute la gestion d'aujourd'hui des managériales des entreprises, je vois même un peu ça en politique, ubérisation, enfin t'en parlais tout à l'heure un petit peu. Mais dans ces milieux associatifs, on a cette chance, tant qu'on le peut, c'est de pouvoir créer des univers qui sont façonnés de manière différente, vous voyez, où on joue un petit peu avec le fil du rasoir. Mais c'est parce qu'on joue avec le fil du rasoir, non pas comme l'héroïnomane qui se fout un schlapp dans la veine, etc. Mais on joue avec le fil du rasoir parce qu'il nous faut trouver des innovations ou d'autres manières de nous constituer et d'être ensemble. Et ça donne le vertige de temps en temps. Ça fait du bien aussi, de pouvoir échapper de ce truc que je suis sûr que ici vous connaissez à peu près tous. Et on te dit, tu te lèves à quelle heure tu vas au boulot, comment que tu fais, etc. Alors Hugues vient de dire qu'effectivement, moi je suis sensible au truc un petit peu trop destroy, de plus avoir cette petite limite, d'avoir autant des musiques volantes. La coordinatrice, elle travaille jour et nuit, évidemment, vous avez raison. Ce qu'il a dit me convient également aussi, que c'est le dimanche et le samedi, c'est machin, il y a une espèce de folie là-dedans. Mais ce monde-là nous appartient. Vous voyez, on a ce sentiment qui nous appartient, parce que c'est nous qui le bâtissons, parce que c'est lui qui fait enfin, c'est lui. C'est pas de l'égoïsme. C'en est évidemment que je me suis fait plaisir avec les musiques volantes, et je peux vous le dire, et je me ferai encore plaisir dans la dernière édition. Évidemment que tout ça, ça m'amène du plaisir. Mais c'est un plaisir qui est partageable avec d'autres gens, et dans d'autres façons de façonner nos relations les uns aux autres, dans un univers qui est effectivement assez complexe. Je ne sais pas si je me suis assez bien exprimé pour que vous compreniez que ça, c'est aussi un challenge. Et il y aura toujours des festivals ou des assos qui vont renaître, je pense. Mais aujourd'hui, on est en péril.
Aujourd'hui, on est en péril. Si vous prenez le chemin, si nous prenons, parce que je suis avec vous, si nous prenons le chemin de nous dire qu'il faut absolument que le budget soit étendu, etc., et s'il n'y a plus que ça qui vous tient comme valeur, bon, c'est bon, c'est Live Nation, c'est machin, truc, etc., c'est Kinépolis, etc., pardon, je suis peut-être un peu... Je pense pas que je déborde, c'est ça le monde qu'on est en train de fabriquer. C'est le monde du fric. Même si c'est la première chose que j'ai dit tout à l'heure et j'en suis conscient. C'est grâce à l'argent qu'on a réussi à vivre, mais ça vient façonner des aventures humaines que dans ces milieux, je dis industriels, technocratiques, bureaucratiques, etc. Je dis attention, parce que là, on perd la liberté dans ces endroits-là. Et dans les associations, on a au moins la chance d'exister pour ce qu'on est. C'est pas évident d'enchaîner, du coup. Oh. Non, mais par contre, pour enchaîner quand même, et sur quelque chose, peut-être dans le même registre, parce que Patrick, tout à l'heure, tu disais, à un moment donné, peut-être que la programmation, j'allais pas dire on s'en fiche, mais en tout cas, on la met un peu de côté par rapport à l'ambiance qu'on essaie de créer, et à ce qu'on essaie de faire vivre finalement au spectateur qui vient, qui va sans doute revenir par rapport à ça, plutôt que par rapport à tel ou tel artiste qui est trop cher et que de toute façon on n'arrivera pas à faire venir, ou qu'on va mettre tellement d'argent et d'énergie à faire venir qu'on va faire passer le reste à côté. C'était quelque chose de cet ordre-là? Oui, c'est un peu ça. C'est effectivement, on n'a pas la taille de se battre. Alors, c'est peut-être pas le terme qu'il faut l'employer, mais contre, parce qu'on se bat contre Live Nation et OSG. Parce que même si on travaille avec leurs artistes, c'est pas toujours dans des conditions simples. Il faut se battre parce que ils ont des exigences auxquelles moi je pense qu'on doit plus répondre. À un moment donné, il faut dire non. Donc ça veut dire qu'il faut revenir sur des artistes. Alors le JDM l'a quand même régulièrement fait, c'est de ne pas faire comme les autres. Je pense qu'on a eu assez souvent de programmation qui était en dehors de ce qui se faisait, parce que déjà on était en tout début de saison. Et que donc il y avait des artistes qui ne tournaient pas encore. J'espère qu'on va continuer vraiment à être en dehors, et peut-être de plus en plus en dehors de ce qu'on peut voir aux Eurockéennes, aux Vieilles Charrues, au Cabaret Vert, quoi. Alors c'est compliqué parce que ça veut dire qu'il faut travailler aussi beaucoup pour aller chercher des artistes qui ne sont pas encore connus ou qui ne tournent pas beaucoup. Et puis moi je reste persuadé, justement parce qu'il va y avoir une uniformisation des artistes sur les grands festivals, que la différence se fera par l'accueil, par le public, la façon de recevoir les gens et de créer une fête. Nous, on fait un festival sur 3 jours. On a à peu près un tiers de nos spectateurs qui ont un pass 3 jours. Cette année, on a été débordé par le camping pour tout un tas de raisons, mais on a énormément de campeurs. Il faut qu'on arrive à proposer non pas une affiche artistique de concert, mais une affiche globale, y compris avec des arts de rue, des spectacles visuels, et puis peut-être, allez, je vais dire entre guillemets, parce qu'on est dans une ville un peu touristique et puis qu'elle est côte de Toul, des choses qui sont en dehors du festival, notamment pour les campeurs. C'est vraiment créer un événement et un accueil particulier, parce qu'on ne pourra jamais de toute façon faire même sans parler de nombre de spectateurs, mais on ne pourra jamais lutter contre d'autres festivals ou contre des gros tourneurs. Donc moi je pense qu'il faut qu'on arrive à trouver le moyen de s'en écarter, petit à petit, de s'éloigner de ça, y compris en collaborant avec d'autres petits, je dis ça parce qu'on est assez gros festival, pour avoir une force, pour collaborer tout au long de l'année sur des artistes. Je ne sais pas, on va relancer cette année un tremplin qu'on avait arrêté depuis quelques années. Bon, alors on ne le fait pas à Toul, on le fait à la filoche sur le territoire. Voilà, qui va être ouvert certainement aux artistes Grand Est. Donc, ce qui veut dire qu'on va pouvoir avoir l'année prochaine sur le festival un artiste qui vient de je ne sais pas où dans le Grand Est, mais qui aura peut-être tourné sur d'autres festivals. Voilà, donc il y a cette démarche-là aussi de collaboration qui font qu'on est. C'est pas qu'un enjeu économique, c'est aussi un enjeu d'existence, comme tu dis, sociale, de montrer qu'on est là et qu'on ne se fera pas bouffer. Parce que ça va arriver, faut pas se tromper. Ils ont de l'argent, et ils vont racheter les gros, et puis après les petits vont disparaître parce qu'on n'aura plus accès aux artistes, donc il faut vraiment se démarquer. Donc suivre aussi des artistes naissants dès le début, en espérant qu'ils vont émerger et qu'on pourra les faire revenir d'année en année. Moi, cette année, on a accueilli Kikessa là, au mois de juin, et je vois qu'il éclate partout maintenant. Alors je dis pas, on n'était pas les premiers, certainement pas, mais chez nous, il a fait peut-être sa première grande scène, et je sais pas, Lucie, c'était sa première grande scène, non, Kikessa, peut-être chez nous, certainement, et voilà, depuis, il est partout, et c'est un mec adorable.
J'espère qu'il va rester comme ça. Et alors, bon, il va signer chez un grand tourneur et tout ça, donc c'est vrai. Bon, voilà, donc il faut il faut qu'on continue à travailler pour ça. Oui, comme on parlait de Grand Blanc, que j'ai vu pour la première fois c'est ça. un tremplin Zikamine. Quoi, voilà, et même, puis qui est passé chez nous aussi, Grand Blanc, l'année d'après ou 2 ans après, voilà, c'est ça. Ouais. Mais bon, en tout cas, visiblement, c'est dans les marches que sont les solutions. Oui, apparemment, en tout cas, c'est quelque chose de cet ordre-là. Pour arriver à se démarquer, je pense qu'il faut prendre des risques aussi. Ouais, forcément, et donc des risques financiers en l'occurrence. Avant qu'on conclue, je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. Je joue mon rôle de modérateur jusqu'au bout. Allez-y. Hein. Non ? C'est dur. Ah, vas-y. Merci. Pourquoi vous avez tous choisi le statut d'association et pas l'entreprise? Alors, c'est pas le cas puisqu'il y a Patrick au bout qui n'est pas une association. Voilà. Dans l'état d'esprit, c'est quand même c'est une coopérative. C'est une coopérative, c'est une association. Il y a 2 salariés, mais c'est géré par des bénévoles. Le conseil d'administration est bénévole, oui, donc ça fonctionne comme ça. Moi, je dis que c'est une coopérative parce que c'est une nouvelle forme aussi d'engagement et dans la culture, ça va, je pense, se développer. Ouais. Alors, je vais peut-être, Guillaume et Mitch, peut-être là-dessus, puisque vous avez créé les associations, en l'occurrence. Alors, pourquoi vous êtes parti en association ? C'était logique. C'est-à-dire pour nous, vu que... C'est bon le micro ? On n'a plus de budget, en fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est bon. C'était logique en fait parce que c'est un peu insultant quoi tout de suite. Après ça dépend ce qu'on veut faire. Enfin c'est dans le sens déjà se mettre en avant et se dire on organise des choses, on fait de la musique tout ça et en plus se faire de l'argent parce qu'il s'agit de ça quand on fait une entreprise. Mais après ça dépend de la structure qu'on veut faire parce que là je pense que c'est une autre dimension aussi. Mais le but c'était vraiment de juste aider quoi les artistes locaux. Donc je voyais pas autre chose. Même faire une entreprise de management, enfin voilà. Déjà, on voulait travailler en collectif, donc en association, on voulait s'associer avec des gens. Donc c'était logique pour nous de passer par là, et puis aussi pour avoir que les gens aient un bon regard aussi sur ce qu'on faisait. Et que ce soit les artistes qui comprennent que voilà, on est tous des bénévoles dans l'association, que ce soit les autres structures aussi qu'on va rencontrer. C'était vraiment, c'était logique de faire une association et à aucun moment ça nous a traversé l'esprit de faire une entreprise. Voilà. Donc c'était clair et net pour nous quoi. Je sais pas si j'ai répondu assez clairement, mais ouais. Et donc pour Zikamine, vu que au début quand on a créé l'asso, il n'y avait vraiment aucun but, si ce n'est juste d'avoir accès à des salles et ce genre de choses. Par contre, effectivement, quand l'asso a commencé à se développer, on s'est posé la question en termes de structure, est-ce que c'était bien l'association qui était le plus adaptée ? Et clairement, on est resté bien sur le monde associatif et pour des raisons en fait qui sont simples, c'est vraiment les valeurs en fait, les valeurs associatives. Tout ce qui est dit là depuis tout à l'heure, ce partage, cette liberté qu'il y a à créer, cette énergie qu'on retrouve mais nulle part ailleurs. Il y a que le monde associatif et même pas culturel, le monde associatif tout court. Où il se passe des choses, mais voilà, qu'on peut pas décrire, ça se vit, une asso. Et voilà. Alors après, de devoir évoluer dans le contexte, et effectivement, peut-être les coopératives, c'est justement certainement des solutions d'avenir, parce que ça peut permettre d'avoir, un autre schéma économique. Mais voilà, pour moi, entre l'association et le monde entreprise, vraiment, c'est 2 mondes tellement différents et tellement loin. Ce que tu as dit, je voulais juste rebondir là-dessus. C'est vraiment la liberté d'être, de pas avoir de pression. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu crées une entreprise, il faut des résultats, il faut une déontologie, une logique de production, tout ça. Quand on est dans une association, on peut se permettre beaucoup de choses et on est beaucoup plus à l'aise. On est une association culturelle, de musique, mais on va accueillir des graffeurs, des choses comme ça. On peut faire des entrées gratuites, des choses comme ça. Donc c'est clair qu'avoir la liberté de création et de faire un peu comme on peut avec les moyens du bord entre guillemets, ça soulage énormément et puis après sinon on est dans une logique un peu plus
qu'on n'a pas initialement. Logique de chiffres, c'est-à-dire à partir du moment où on fait une entreprise, il y a les taxes, il y a des choses là, enfin voilà, il y a tout plein de choses qu'il faut penser. De rentabilité en tout cas. Il faut gagner de l'argent, enfin pour moi, voilà, une entreprise, il faut gagner de l'argent. Et puis, et c'est des soucis, et à partir du moment où on se dit, je fais ça bénévolement, et bien sûr j'essaie de faire tenir la structure parce qu'elle a besoin d'argent elle aussi, pour les artistes et pour la location de matériel ou plein d'autres choses, etc. On est beaucoup plus soulagé et on peut créer librement, et comme je dis, on a un regard beaucoup plus bienveillant envers nous, quoi. Enfin, j'espère en tout cas que quand on est une entreprise et qu'on veut faire des événements dans une salle, on est en train de nous dire pourquoi vous voulez faire de l'argent, quoi. Les gens alors qu'on dit une association, non, on veut développer les artistes locaux, notre association aussi, mais qui a but non lucratif, quoi. Patrick me disait que souci de rentabilité, c'était intéressant comme locution. Mais... Vous ne trouvez pas que c'est intéressant ? Faire de la rentabilité, ça devient un souci, vous voyez ? Je sais pas, moi, si j'arrive à voir ce que j'ai besoin, ça va, quoi. Ouais, en fait, c'était dans le côté souci, c'est une question, tu vois, c'est-à-dire que sans ça, on est insouciant, tu vois, que c'est souci dans ce sens-là. Voilà. Est-ce que ça répond à ta question, en tout cas ? Plus ou moins, oui. Parce qu'au fond, dans le sujet, même si on fait de la musique, que la musique c'est une passion, quoi que ce soit, l'argent fait partie quand même, dans tous les cas, comme dans tout, en fait. Et je me dis qu'en tant qu'entreprise, on peut plus évoluer qu'en tant qu'association. Après, peut-être je me trompe, je sais pas trop. Non, mais en fait, ça dépend ce qu'on vise. C'est-à-dire que moi-même, je suis artiste, donc moi, je fais de la musique. Concrètement, peut-être que toi, tu fais de la musique aussi. Je me suis jamais dit, je vais gagner de l'argent à travers mon association. J'essaie de développer, moi, mes projets, vendre mes CD, trouver des concerts, des cachets, des choses comme ça, des interventions, etc. L'association, en plus d'aider les autres, va m'aider aussi. C'est-à-dire que je vais rencontrer des gens intéressants. C'est grâce à l'association, d'ailleurs, qu'on a notre collectif de beatmakers, de gens qui vont faire les compositions, qui vont nous aider pour l'infographie, les photos, ces choses-là, etc. Donc on va faire un cercle humain de contact, etc., dont tout le monde va bénéficier, c'est-à-dire que même les artistes qui participent à l'association vont bénéficier. Mais moi, je me suis jamais dit, pour gagner de l'argent, enfin, si je veux gagner de l'argent dans la musique, que je fasse je vais pas faire une entreprise, c'est soit ça marche, soit ça marche pas. Je veux dire, je vais pas commencer à grappiller les moindres. J'ai des cachets, c'est bien, donc c'est-à-dire que je fais des prestations, etc. Mais je veux pas rentrer dans une logique de production, de me mettre en statut. Attention, je suis un artiste, je suis une entreprise, donc moi c'est temps, c'est machin, faire une liste. En tout cas, pour l'instant. Après, je ne sais pas si ça fonctionne, etc. Je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai toujours essayé de cloisonner ces deux choses-là. C'est-à-dire que l'association me servira humainement et artistiquement avec tous les contacts que je vais avoir, etc. Mais ce n'est pas une fin en soi. Ça peut m'aider à développer mes projets, éventuellement, par la suite, effectivement, me donner un peu d'argent si j'arrive à être salarié de cette association ou d'une autre, mais pour me permettre de vivre, tout simplement. Mais je ne me suis jamais dit... je veux dire, ça serait si des artistes, par exemple... vivaient d'une association. Je veux dire, les artistes qui sont développés, ils sont chez des labels ou des choses comme ça, avec des autres entreprises. Donc moi-même, voilà, je me suis jamais posé cette question. J'ai toujours compris que c'était deux choses totalement différentes et qu'il va falloir faire des efforts dans un sens pour moi-même et au niveau de l'association pour autre chose, en tout cas. Oui, une petite précision quand même, puisque tu parles d'argent. Dans le domaine de la culture, une entreprise, elle n'a pas de subvention. Elle ne peut pas prétendre au mécénat. Nous, on a des subventions parce que ça rentre dans un cadre très particulier des coopératives, avec une limite sur un nombre d'années, mais par contre, on n'a pas de remécénat. Donc, oui, le jour où il n'y aura plus de subventions, il y aura beaucoup plus d'entreprises qui vont faire de la culture, parce que là tu auras besoin effectivement de faire de l'argent, d'avoir des bénéfices pour continuer. Aujourd'hui, effectivement, toutes les... Ouais, mais c'est des gens qui n'ont pas besoin. Les gens qui créent des festivals sous forme d'entreprise, ils n'ont pas besoin des subventions. Ils n'ont pas besoin du mécénat, ils ont déjà trop d'argent. Et s'ils le font, c'est pour encore en gagner plus. Hein. Il ne faut pas se faire d'illusions. Oui, la démarche, elle n'est pas du tout la même. Une autre question ? Moi j'ai une question quand même. Tout à l'heure, quand vous parliez un petit peu de la charge de travail et aussi peut-être de l'impossibilité de tout faire carré, peut-être par rapport à toutes les règles que vous devez certainement respecter. Moi ma question c'est quel niveau de pression vous avez par rapport peut-être aux institutions, en termes de sécurité sur vos différents événements. Quel niveau de pression vous avez pour respecter vraiment scrupuleusement ou plus ou moins scrupuleusement ces règles-là et comment vous gérez ça avec vos moyens, vos compétences, etc., vos structures, votre
Là, ils disent que effectivement, quand ça se passe ici, en l'occurrence, pour Musique Volante et Zikamin, pour une bonne partie de Musique Volante et de Zikames, effectivement, les lieux sont déjà configurés pour et on met les moyens en face. Par contre, c'est peut-être intéressant pour deux cas, j'allais dire extrêmes. C'est-à-dire d'un côté, le Jardin du Michel qui va investir un terrain qui n'est pas du tout dédié au spectacle vivant, et de l'autre, peut-être Cultura Vibes qui va investir des petits espaces qui ne sont pas particulièrement dédiés a priori à accueillir beaucoup de public, qui sont des bars par exemple, qui posent un certain nombre de questions. Peut-être Patrick déjà. Alors les contraintes juridiques administratives, déjà sur la législation du travail, on est hyper carré. On embauche, nous, sur le festival, et avant et après, ça fait 55 intermittents, ou plus d'une quarantaine cette année d'intermittents, on était passé même à 55. Donc sur toute la partie sociale, on est hyper carré. On est hyper carré, on est devenu aussi en termes de sécurité pour les salariés, parce que quand on monte un festival comme le nôtre, il y a énormément de contraintes et de risques. Pour la partie sécurité et organisation du festival, alors bien sûr, il y a des contraintes aujourd'hui sécuritaires qui sont devenues beaucoup plus importantes, mais c'est des réunions en sous-préfecture, en préfecture, qui peuvent durer jusqu'à 4 heures pour regarder tous les points. On a un dossier de sécurité qui est épais comme ça, qui est fait par des pros, parce qu'effectivement, ça demande des compétences. Mais si on ne répond pas aux exigences du sous-préfet, en fait, parce que c'est le préfet sous-préfecture qui décide de tout, le festival peut très bien ne pas avoir lieu. Ou alors il a lieu sous la responsabilité du maire. Vous avez un passage d'une commission de sécurité. Ah bien sûr, commission de sécu, oui, il y a tout. Et donc, oui, c'est devenu un point très très important et sur lequel, pour un festival comme le nôtre, on peut... alors on a la chance, on a la chance nous, mais ça peut être aussi le cas dans d'autres associations, d'avoir dans notre équipe un directeur des services techniques d'une ville, un responsable qui fait partie d'une société de sécurité. Donc c'est des gens qui, par leur métier, par leur expérience, ont ces compétences-là qu'ils apportent au dossier de sécurité. Je ne vois pas comment on ferait sans eux. Si on n'avait pas ces gens-là, on serait obligé de salarier quelqu'un pour faire le dossier de sécurité sur une manifestation comme la nôtre. Donc c'est une vraie contrainte. Et si on ne répond pas, le festival peut être annulé. Ça n'a jamais été le cas parce qu'on s'arrange toujours, notamment la commission de sécurité qui doit passer, je pense, c'est pas compliqué. La commission de sécurité, on doit la faire le vendredi matin. On est en contact direct. Le régisseur du site, il est dans la commission de sécu et il est en contact direct avec son équipe qui, en temps réel, fait les modifications sur le site demandées par la commission de sécurité. Et autrement, on ne nous voit pas. Patrick, je te voyais réagir. Je sens que c'est peut-être pour les régisseurs généraux, pour les directeurs techniques, non, sur le festival. Non, j'avais envie de dire des choses gentilles. Non, chez nous, c'est le régisseur, évidemment, qui gère cette affaire-là. Mais je veux dire, les musiques volantes, on est passé, tu disais tout à l'heure que tu étais à la Chapelle, on est passé dans cet endroit quand il était vide, mais vide de chez vide. Ouais. C'est-à-dire que les musiques volantes sont arrivées ici. Il faut vous dire qu'il y avait personne. Hein, le Jean-Pierre Ferry-Clos... et son équipe avait déjà disparu. On arrivait dans les locaux vides et quel bonheur aujourd'hui. Voilà, ça, je vous ai dit, je vais dire quelque chose de gentil. On arrive ici, c'est plus nous qui lavons les WC, hein. Je dis pas, c'est pas nous qui assumons un certain nombre de tâches un petit peu plus ingrates. Et je crois que je viens de signaler une des plus importantes. Vous voyez, mais on l'a fait. Vous direz pas plus parce que vous me prendriez pour un vantard, mais. Oui, donc une des autres contraintes, puisque sur un festival comme le nôtre, où il y a beaucoup de festivaliers et la restauration, c'est les contraintes sanitaires. Ouais. Et on travaille depuis 2 ans avec les associations de Toul qui font la restauration pour les festivaliers. Et cette année, un représentant du conseil départemental ou des affaires sanitaires nous a posé la question d'avoir avant la liste de toutes les associations, de tous les plats qui allaient être préparés. Et voilà, donc on sait que l'année prochaine, ils vont être beaucoup plus attentifs qu'ils ne l'étaient jusqu'à présent sur cette partie-là. Voilà, ça fait partie aussi des contraintes d'organisation de ce genre de manifestation quand il y a beaucoup de public. Mais je pense que sur moins de monde aussi, il faut être très attentif parce que ça, c'est un risque énorme. Le risque sanitaire, alors là, je n'ose pas imaginer ce qui peut se passer s'il y avait un festivalier qui avait un problème avec ça. Ouais. Et alors Guillaume, peut-être donc investir des plus petits espaces avec des problèmes peut-être de nuisance sonore. Il y a ça, mais déjà, comme tu as pu le comprendre, c'est un peu de stress, quoi.
On claque un peu des genoux des fois, même voilà, parce qu'on veut pas faire n'importe quoi, etc. Donc il y a de l'argent quand même qui rentre dans une association, donc ça c'est pas le problème. C'est surtout quand on va devoir le sortir. Là, bien sûr, il faut toutes sortes de justificatifs et de choses comme ça. Donc voilà, en gros, il y a ces pressions administratives qu'il faut respecter, c'est-à-dire que l'argent que tu vas sortir, il faut qu'il y ait des factures et que ça soit qu'il n'y ait pas des conflits, enfin des choses comme ça. Et aussi, en fait, ce qu'on va faire, c'est on va surtout, vu que nous, on va dire le plus grand festival, c'est pour ça, enfin le festival qu'on a fait, c'est à l'Aérogare, la station, je sais pas, je pense que vous connaissez, qui a ouvert il y a pas très longtemps. Donc effectivement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, même dans les bars qu'on fait régulièrement, etc., ou avec les mairies avec qui on a pu travailler, on va utiliser leur structure à eux pour avoir les assurances, c'est eux qui s'occupent de la sécurité, de ces choses-là, etc. Et nous, on va avoir d'autres aspects à gérer qui sont plus l'alimentation, je sais pas, enfin j'en sais rien. Mais justement, on va être obligé d'avoir recours à des structures qui sont déjà existantes, parce que nous créer, c'est-à-dire que si maintenant, avec notre dizaine de bénévoles à peine, même un peu moins je crois, vraiment membres actifs, louer un champ et faire un énorme festival, on pourrait pas, on va péter un câble, on va finir dépressif au bout de 2 jours, quoi. Donc en fait, c'est parce qu'il y a énormément de contraintes et on a besoin d'énormément de compétences et de talents différents et de notions pour connaître tout ça. Donc nous, à notre échelle, en tout cas, à petite échelle, on est obligé de se rattacher à d'autres personnes et on apprend petit à petit. On a quand même une assurance, bien sûr, qu'on va utiliser aussi à certains moments quand il faut, mais on va apprendre petit à petit pour éviter justement d'avoir cette pression énorme qui est, je pense, énorme, qui est l'un des, je pense, des sujets de discussion les plus souvent, au niveau d'une association qui veut faire des gros événements, je pense, on va réfléchir à tout ça, etc. Donc c'est beaucoup de choses à réfléchir. L'accueil d'un public, je pense que c'est énorme. Mais du coup, ça nous soulage un peu sur ces aspects-là. Et nous, on va essayer de développer plus l'aspect musical et être un peu plus serein sur cet aspect-là, quoi. Voilà. Ça a répondu à ta question. Et excuse-moi, Non, Nicolas. vas-y, je t'en prie. Et pour les nuisances sonores, c'est pareil. C'est-à-dire c'est le lieu qui va nous dire attention, ça c'est trop fort. À telle heure, il faut. C'est vraiment des collaborations à ce niveau-là pour justement éviter tout problème et que tout le monde soit content. Le public, la personne qui nous a accueillis et notre association aussi, pour que chacun puisse s'y retrouver, quoi. Je crois qu'on va dire merci aux 4 participants à cette table ronde. Merci à vous d'être restés aussi longtemps, parce que debout, là, c'était pas forcément évident. Et puis, bravo. Et puis, a priori, on est parti dans pas longtemps, d'ici un quart d'heure, 20 minutes, là, pour 2 jours de concert ici. Donc, j'espère que vous y serez également et qu'on se retrouvera autour d'une bière. Merci, bonne soirée. Merci à toi, Nico. Merci.